Présenté par Intel. Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT de l'Éducation. Tout de suite, le sommaire. Le ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, s'est montré particulièrement soucieux des résultats donnés par les évaluations menées en septembre sur les élèves de 6e et de 4e. Alors, le niveau des étudiants français est-il vraiment en baisse? On en parle dans la question du jour. Le harcèlement, ça commence quand? C'est la question qu'on se posera en seconde partie de notre émission avec notre invité. Et dans sa chronique, Loïc Landreau fera la lumière sur l'origine des vacances de Noël. Loïc, que l'on retrouve tout de suite pour l'actualité en bref. Bonjour Loïc. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. C'est ce matin à huis clos que s'est ouvert le procès de 6 adolescents soupçonnés d'avoir joué un rôle macabre dans l'assassinat de Samuel Paty. Parmi eux, une jeune fille qui doit répondre de dénonciations calomnieuses. Elle avait 13 ans à l'époque et elle fut la première à mettre une cible dans le dos de Samuel Paty en affirmant qu'il avait obligé ses élèves à regarder des caricatures de Mahomet nus et qu'il discriminait les musulmans de sa classe. Sauf que l'adolescente n'a jamais assisté au cours en question. Elle souhaitait en fait justifier son renvoi du collège auprès de ses parents. Révolté, le père de la jeune fille lance alors un mouvement de protestation. Il réclame le renvoi de Samuel Paty auprès de la principale et en appelle à d'autres parents sans trouver l'écho espéré. Mais la rumeur est lancée, les réseaux sociaux s'enflamment jusqu'à attirer l'attention du terroriste. Quant aux 5 autres mineurs, ils sont justement poursuivis pour avoir désigné Samuel Paty au meurtrier contre 300 €. Certains allant même jusqu'à guetter l'enseignant à la sortie des cours pour le livrer à l'assaillant. Mais même si c'est vrai qu'ils ont apporté un concours décisif aux terroristes, l'information judiciaire a conclu qu'ils n'avaient pas conscience que l'objectif était de tuer Samuel Paty. De leur côté, les anciens collègues de l'enseignant attendent évidemment beaucoup de ce procès. Ils veulent comprendre. Interrogée par France Info, l'une d'entre eux, qui a souhaité rester anonyme, raconte la trahison qu'elle a ressentie à l'époque. Trahison parce que nos élèves se sont retournés contre leurs professeurs et ça aurait pu être nous. Et puis trahison parce que pour certains, on les a accueillis dans nos classes après l'attentat. On s'est montré très fort, c'était vraiment difficile, il fallait qu'on soit solide pour nos élèves pendant toute cette période. On a accueilli leurs paroles, on les a écoutés, on a pu parfois nous-mêmes se montrer vulnérables. Et donc face à nous, on avait des élèves qui avaient participé à l'attentat et qui ne disaient rien, qui ne montraient rien à personne pendant des semaines. Ouais, c'est ce lien qu'on a besoin de reconstruire. Ouais. Depuis l'attentat, beaucoup d'enseignants sont partis de ce collège de Conflans-Sainte-Honorine, c'est en région parisienne. D'autres ont démissionné, se sont reconvertis, mais pour ceux qui sont restés, le souvenir du drame est évidemment toujours présent, notamment lorsqu'il s'agit d'aborder des sujets polémiques. Sensible sur certains sujets, quand ça touche à la laïcité ou aux questions qui peuvent susciter des réactions un peu excessives des élèves, comme par exemple les questions de discrimination, de sexisme, etc. Oui, je sens que je suis sur mes gardes, comme si il y avait une partie de moi qui me disait attention, danger, mais c'est pas pour autant que je les évite. On a peur, mais en même temps, si on évite ces sujets-là, ça voudrait dire que le terrorisme a gagné. Et on veut surtout pas avoir cette impression-là. Et c'est pas facile pour nous, dans cet établissement, de continuer à le faire, mais on sait que c'est important. Le procès doit durer 2 semaines et celui des 8 adultes liés à cette affaire aura lieu, lui, fin 2024. Et direction Lille maintenant, où un lycée musulman pourrait perdre son agrément avec l'État. Selon un rapport de la préfecture, cet établissement ferait la promotion du salafisme au sein même de ses contenus pédagogiques et il bénéficierait de financements illicites de la part du Qatar. On reproche notamment à ce lycée ses cours d'éthique musulmane dispensés aux élèves de seconde, mais aussi la non-mixité dans les salles de classe et un livre étudié qui prône notamment la non-mixité sur le lieu de travail ainsi que l'impossibilité pour une femme de se faire ausculter par un homme médecin. Mais Éric Dufour, qui est le directeur du groupe Averroès, auquel appartient ce lycée, dément formellement ces accusations. Il affirme que ce livre n'est pas étudié en cours et qu'il est mis à disposition des enseignants, mais qu'ils ne l'utilisent pas. En tout cas, depuis 6 ans, le président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, dénonce ces dérives et refuse de subventionner l'établissement, ce
ce qui lui a valu de payer plusieurs amendes. Et chaque année, il faut savoir que l'État verse 305 000 € de subventions à ce lycée. La direction a été convoquée devant la préfecture aujourd'hui même. On reste en région, à Charleville-Mézières plus précisément, où un lycée lance un appel aux parents pour trouver des remplaçants. La direction du lycée Chanzy a écrit à tous les parents d'élèves via l'espace numérique de travail pour les engager à prendre contact avec le secrétariat s'ils avaient des pistes pour recruter 2 professeurs d'anglais et 1 de français. Depuis le mois de septembre, effectivement, les élèves de seconde, première et terminale n'ont plus de cours de langue vivante. Le problème, évidemment, c'est que le contrôle continu compte pour 40% au baccalauréat et il y a déjà 4 mois de retard dans le programme. Le rectorat de l'Académie de Reims précise que les modalités du contrôle continu pourront être adaptées et que dans les collèges et lycées de la région, 15% des absences de plus de 2 semaines ne sont pas remplacées, ce qui est bien au-delà de la moyenne nationale qui se situe aux alentours des 5%. Et de son côté, la Belgique, comme la France, touchée par une vague de fausses alertes à la bombe. Une trentaine d'écoles, collèges, lycées francophones sont restés fermés ce lundi. 10 000 élèves sont concernés selon le réseau Wallonie-Bruxelles Enseignement. Un mail d'alerte à la bombe avec demande de rançon a été reçu hier soir par les chefs de ces établissements. Les parents ont été prévenus ce matin. Plusieurs sites ont fait l'objet de vérifications par les services de police tout au long de la journée. Et le réseau WBE déplore la multiplication de ce type de menaces, surtout depuis l'assassinat de Dominique Bernard à Arras le 13 octobre dernier. Et on termine avec une potentielle réforme des zones de vacances scolaires. Oui, la commission du calendrier scolaire étudie effectivement la possibilité de passer de 3 à 2 zones et l'idée ferait même le consensus entre les syndicats d'éducation, les parents d'élèves jusqu'au secteur du tourisme. Alors en fait, pour bien comprendre, beaucoup de chronobiologistes plaident pour une alternance entre 7 semaines de cours et 2 semaines de vacances, ce qui induit en fait le passage à 2 zones pour réduire l'amplitude de l'alternance entre les élèves dans certaines régions. On va écouter les arguments de Grégoire Ancel, qui est président de la FCPE, qui est d'ailleurs à l'origine de la création de cette commission. Il va falloir organiser, mais on constate aujourd'hui que le calendrier des vacances de février est beaucoup trop proche pour la première zone, notamment des vacances de fin d'année. Ce qui fait que les élèves ont à peine le temps de se remettre dans le cycle d'apprentissage, qu'ils partent déjà en vacances. Ce sont à ce stade des pistes de travail, la commission consulte, et ce serait, si ça se confirme, si le gouvernement fait le choix, pour 2027-2030. Donc vous voyez, c'est pas demain matin. La commission doit rendre ses propositions en janvier prochain. Elle formulera alors un avis définitif au ministre de l'Éducation, Gabriel Attal. Merci Loïc. Renforcement des savoirs. Une première phase d'évaluation inquiétante, dit Gabriel Attal, en observant les résultats des évaluations menées auprès des élèves de 6e et 4e au mois de septembre dans le cadre de son plan vers l'excellence. Alors justement, que disent réellement ces évaluations du niveau des élèves et surtout, comment atteindre les objectifs? On en parle dans la question du jour. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir sur le plateau Caroline Damé. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes enseignante-chercheuse et directrice de l'Action Learning Lab à l'ISC Paris, spécialiste de la pédagogie et des nouvelles pratiques d'apprentissage. Ça tombe bien, on va en parler, je crois. Laurent Kaufmann également, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes secrétaire fédéral du SGEN SFDT. Merci d'être avec nous. 3 membres du collectif Les Linguistes Atterrés ont publié un tract chez Gallimard. Le français va très bien, merci. Alors, est-ce que c'est trop positif comme vision ou est-ce que vous partagez cette vision? Coralie Damé. Alors, est-ce que le français va très bien? Nous, ce qu'on peut voir dans l'enseignement supérieur, c'est que ça ne va pas toujours si bien que ça et qu'on peut avoir des étudiants en difficulté pour s'exprimer, pour analyser aussi des documents, pour transmettre leurs idées, les synthétiser. Donc, on voit quand même qu'ils arrivent avec des lacunes et des difficultés en français, que ce soit dans la communication orale et écrite et dans la compréhension parfois. Plus qu'avant? En 15 ans, moi, je vois des différences, effectivement, et on commence à sentir des différences. Je pense que la génération des réseaux sociaux et autres ne nous aide pas. Attention, ne soyons pas trop boomers non plus, ça peut être positif quand même ce numérique. Mais bon, on va voir, on va en parler justement. Laurent Kaufmann, votre avis? Peut-être qu'on est à la fois dans une dynamique et dans une photographie. C'est-à-dire que les évaluations, elles nous donnent une photographie, c'est un instant arrêté. On est dans une dynamique où quand même globalement le niveau d'instruction générale de la population a augmenté. Il y a de plus en plus de gens qui ont des diplômes, qui accèdent au supérieur. Et puis, tout ne va pas bien, mais il y a quand même des choses qui sont positives. Il faut les regarder. Dans l'institution, on accueille de plus en plus d'élèves
élèves en difficulté qu'on essaye d'accompagner. Je pense aux élèves qui sont dysorthographiques, dyspraxiques et qui continuent des scolarités. Donc, et puis, quand même, une réflexion sur le français qui est une langue particulièrement difficile, très académique et qui donc donne du fil à retordre aux élèves pour l'apprentissage, qui se fait sur un temps long qui est souvent pas celui de l'année scolaire. C'est intéressant ce que vous dites par rapport au diplôme parce que finalement on se pose la question de savoir si plus il y a d'élèves qui sont diplômés, finalement plus le niveau est bon a priori, alors que pas forcément. On se doute bien qu'il y a forcément des perspectives différentes et des manières de voir les choses différemment. Un enfant qui arrive, peut-être qui a du mal en 6e ou en 4e face aux évaluations qui ont été faites récemment en septembre, on se doute que l'apprentissage va être plus difficile dans les années qui vont suivre. Peut-être non ? De toute façon, c'est aussi la complexité sur ces sujets, c'est que le temps éducatif n'est pas le temps scolaire et encore moins le temps politique. Et donc là, on est sur des évaluations qui sont utiles parce qu'on évalue à la fois des politiques publiques et puis le niveau des élèves. Mais il faut voir ce qu'on compare, faut vraiment s'intéresser à ce qu'on compare et puis aller au cœur du réacteur qui est ce qui se passe dans le champ de la classe. Et puis on n'est pas en difficulté pour toujours. C'est aussi ça qu'il faut arriver à faire comprendre aux élèves et aux familles parce que en revanche le système français a un problème, est très inégalitaire, ça on le sait, et comme le destin scolaire est souvent le destin social, il y a beaucoup de charges sur l'apprentissage. Alors je disais, ça peut être intéressant l'histoire effectivement des diplômes parce que la question c'est, le problème est-il grave ou est-il si grave ? On se pose des questions réelles là-dessus sur le niveau des élèves de manière générale. Alors évidemment on parle de savoirs fondamentaux, français, maths, mais ça s'applique pour tous les savoirs de manière générale. Un Français a reçu la médaille Fields en 2022, il s'agit de la 13e médaille reçue par l'un de nos compatriotes. Le prix Abel, l'autre Nobel des mathématiques, il a également été distingué 4 Français, ce qui place notre pays donc en 2e position des pays lauréats derrière les États-Unis. Et cette année, enfin, le classement de Shanghai a placé les universités et les écoles françaises au plus haut niveau mondial en mathématiques. Donc c'est vrai qu'on se pose cette question réelle de savoir si, à ce point, quand on voit autant de médaillés ou de diplômés, ou en tout cas de remerciements à ce point, on se dit comment est-ce possible ? Il y a une dichotomie, c'est-à-dire que ça va être comme aux États-Unis où il va y avoir un enseignement finalement secondaire un peu moyen et puis de très bonnes études après ? Effectivement, peut-être que la vocation, c'est d'amener tout le monde vers le haut et de ne pas créer un gap entre ceux qui pourraient y arriver, qui seraient dans des milieux porteurs et ceux qui seraient peut-être dans des milieux un petit peu moins porteurs et du coup en difficulté parce qu'ils n'ont pas les soutiens ou les bases pour progresser. Donc il faut regarder ça à tous les niveaux. Moi, ce que je vois aussi, c'est qu'on a de plus en plus quand même de passerelles qui permettent à tous nos élèves, nos étudiants, de changer aussi en fonction de leurs compétences et du développement qu'ils vont acquérir au fil des années sur un temps plus ou moins long. Donc ça aussi, c'est important pour moi et je vous rejoins sur l'idée de l'évaluation qui est intentée, alors que, qu'est-ce qu'on mesure dans ces évaluations ? Quel est l'objectif réel qu'on a derrière ces évaluations ? Alors parlons-en justement de ces évaluations. Donc, il y en a tout le temps. Est-ce que la France déjà, alors, première question, est-ce qu'il y a une évaluationnite aiguë en France ? On pourrait le penser. Il y a une communication autour des évaluations et il y a effectivement de plus en plus d'évaluations. Nous, on a tendance à avoir une petite inquiétude, c'est qu'on sait que des systèmes comme le système anglo-saxon, finalement, sont passés beaucoup dans la culture de l'évaluation et on forme les élèves à répondre à des évaluations et non plus à des composantes de programmes. Et donc ça, c'est quand même une dérive dans laquelle on peut assez facilement s'installer dès lors que, en fait, on produit des indicateurs en pagaille, mais en fait, on se demande comment on s'en sert. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on s'en sert et pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Elles ont été faites par écrit ou sur le numérique ? Ça dépend des niveaux, ça dépend de ce qu'on mesure. En français, en 6e, on mesure à la fois de la compréhension écrite, mais aussi de ce qu'on appelle de la fluence, c'est-à-dire la capacité à lire un certain nombre de mots en 1 minute, qui détermine des facilités ou non de lecture. Donc quid alors justement de l'inclusion et des enfants qui sont en difficulté ? Vous parlez des enfants justement qui sont dysorthographiques, dys de manière générale. C'est pas évident de répondre à ces évaluations et pour autant, ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément mauvais en français. Ah non, les outils ne sont pas forcément toujours adaptés et c'est un des problèmes que rencontrent nos professeurs dans les salles de classe. Comment faire une pédagogie complètement différenciée quand on a des enfants avec des besoins différents, des temps différents. Alors il y a des techniques qui commencent à exister, à se développer justement pour autonomiser l'apprentissage des élèves et pour que chaque élève puisse finalement apprendre des compétences, des connaissances à son rythme. Il y a pas mal de choses qui arrivent à se développer, mais ce n'est pas encore quelque chose de commun et quelque chose qu'on voit partout.
Si on parle précisément du français, parce que c'est ce qui fait défaut aussi beaucoup, on dit que les enfants qui arrivent effectivement en 6e, souvent ne savent pas lire et écrire correctement, ont beaucoup de problèmes d'orthographe. Qu'est-ce qu'on a retenu finalement de ces évaluations? Qu'est-ce qui pêche? Peut-être, Laurent Kaufmann. Encore une fois, l'orthographe, il y a quand même un vrai débat à avoir sur le sujet, parce que je crois qu'il y a 8 ou 9 façons d'orthographier le son 1, ce qui rend quand même ça très complexe, soit pour des élèves dont c'est pas la langue maternelle, on est un pays qui accueille beaucoup d'élèves étrangers, et puis pour des élèves qui sont en difficulté. Vous l'avez dit tout à l'heure très bien, on est aussi très fort sur le supérieur. Donc il y a les élèves de milieux favorisés, les évaluations et la culture scolaire, elles favorisent la culture des classes moyennes et des classes favorisées. C'est pas un problème, mais il faut le prendre en compte. Et les élèves qui sont en difficulté... C'est pas un problème, c'est un problème de penser qu'il n'y a pas de mixité sociale, en tout cas pas la même chance face à l'apprentissage quand même. Ensuite, c'est ça, c'est quelle réponse on donne à cette problématique de mixité scolaire et de mixité sociale. Et là-dessus, on est en très grande difficulté depuis des années. Nous, c'est aussi quelque chose qui nous tient à cœur au SGAN CFDT, c'est de faire entendre qu'il faut davantage de mixité sociale et de mixité scolaire, parce que quand on regarde, que ce soit PISA ou les évaluations nationales, les élèves de milieux favorisés sont au-dessus de la moyenne sur les résultats. C'est les élèves de milieux défavorisés, de milieux populaires, qui sont, alors eux, pour le coup, très en dessous de la moyenne, et qui font que globalement, la France se situe soit sur PISA, soit sur les évaluations, avec un volant d'élèves pour qui le niveau peut être préoccupant. Le dédoublement des classes de CP, CE1, ça a fonctionné parce que maintenant on peut commencer à avoir les résultats déjà. Effectivement, on voit que quand les effectifs sont plus réduits, le professeur, de facto, a plus de temps pour accompagner chaque enfant, pour voir où est-ce qu'il a des besoins, quels sont les dispositifs pédagogiques à mettre en place. Donc effectivement, moins d'enfants en face de nous. Pour les professeurs, c'est plus simple. On voit aussi quand même, moi je voudrais revenir sur le fait qu'on a aussi un peu moins de temps pour enseigner des matières fondamentales comme le français ou les mathématiques, ce qui n'aide pas le professeur qui a énormément de choses à faire, parfois avec des très grandes classes, parfois avec des classes avec des comportements un peu compliqués qu'il faut reprendre. Donc finalement, quel est le temps qu'il peut vraiment allouer à ces apprentissages et à ces enfants qui ont besoin d'un peu plus de temps? Pourquoi de moins en moins de temps? Le temps a été coupé parce que quoi? Parce qu'il y a plus besoin de formation? Alors, par rapport au temps qu'on alloue à la classe, parce qu'on a beaucoup de choses à enseigner, beaucoup de matières qui arrivent. Donc, on parle, par exemple, de faire certaines soft skills, de l'empathie, etc., d'aller plutôt apprendre d'autres langues, etc. Donc, il y a plein de bonnes volontés derrière, mais après, il y a une réalité. C'est le professeur, il a ses 20 élèves ou ses 30 élèves devant lui. Pour un temps donné, il a tout un programme à suivre. Donc, quel est le temps qu'il peut allouer à chacun si on considère surtout que ce n'est pas des individus qu'il a en face de lui? Sont comment aider le professeur à pouvoir traiter chaque élèves individuellement et pas comme une masse en fait. Ce que dit Coralie est essentiel. Vous parliez de prix tout à l'heure. On a Esther Duflo, qui est prix Nobel d'économie, qui a démontré que c'est pas tant la taille de la classe. Alors ça a eu une incidence. Il faut avoir le fait de dédoubler les CP et les CE1, ça a favorisé notamment le climat d'apprentissage. Mais la grande question derrière tout ça, c'est la formation des enseignants. Et là-dessus, on est encore assez loin. Et puis Coralie le disait, il y a un corpus, des programmes qui sont très lourds, et paradoxalement, les petits Français sont ceux qui ont le moins de jours de classe, si on regarde en comparaison européenne, et les programmes les plus lourds à faire passer. Donc c'est très difficile pour les enseignants, parce qu'ils ont des notions importantes à faire acquérir à une grande partie des élèves, sur un finalement assez petit nombre de jours de classe. Donc ça, c'est l'éternel débat des rythmes scolaires, qui ont à un moment donné été vers 4 jours et demi. On sait aujourd'hui, enfin quand même, la recherche a quand même ses vertus, que notamment pour les enfants de milieux populaires, mais ça profite à tous, ça profite aussi aux élèves de classe supérieure. Les 5 les 5 demi-journées de classe, c'est quelque chose qui profite aux élèves dans le sens des apprentissages. Donc, mais c'est un sujet éminemment politique, on le sait, sur lequel les décisions ne nous paraissent pas forcément aller dans le bon sens. Tout comme le temps, la longueur des classes. Moi, je me souviens quand j'étais effectivement écolière, je
trouve ça trop long, 1 heure de maths ou 1 heure de français. Non pas que c'était pas intéressant, mais pourquoi ne pas réduire le temps? Parce qu'on sait que l'attention, au bout de 40 minutes, elle est partie. En fait, ça dépend comment vous faites votre cours. Et là, je reviens avec vous, j'imagine sur la notion. Mais on essaye. Je ne peux pas le garantir, mais en tout cas, on fait tout pour ça. Non, mais je l'imagine certainement, Coralie. Mais enfin, ça n'empêche que dans la réalité des faits, au bout de la 5e ou 6e heure de la journée, on peut comprendre qu'un élève de 4e ou de 5e soit un peu las et qu'au bout de 40 minutes, il perd. C'est même pas 40 minutes, c'est 20 minutes en fait. Bon, donc, alors si on sait ça. Donc en fait, c'est la manière dont vous allez gérer vos temps pédagogiques, comment éviter de faire des cours descendants, de faire des cours un peu pratiques, de les faire travailler de manière individuelle, de manière collective, en petits groupes, de favoriser aussi le tutorat, le mentoring entre les élèves, que ceux qui arrivent mieux puissent aider les autres. Donc il y a plein de manières d'animer la classe pour pas que ce soit 40 minutes statiques, posées derrière votre bureau sans bouger, où là, même nous adultes, on va avoir tendance à faire des mauvaises choses. Le problème, ça a été beaucoup critiqué aussi parce que, par exemple, dit Fanny Capel, on a éliminé les programmes de tout ce qui se passe pour ennuyeux. C'est-à-dire hier, l'apprentissage syllabique de la lecture au profit de devinettes, aujourd'hui l'analyse logique de la phrase au profit de la grammaire par manipulation. L'enseignement est devenu incohérent et encore plus inégalitaire. Une réaction à ça, justement, sur le côté ludique. Alors, franchement, avec l'expérience qui est la mienne, je ne crois pas que ni pour les élèves, ni pour les enseignants, on soit beaucoup dans le ludique. Et on devrait d'ailleurs y réfléchir parce que la recherche montre bien que quand on est dans le ludique, et Coralie disait, quand on est dans le collectif, on arrive à progresser. Il y a 2 choses dont on n'a pas parlé dans le domaine évaluation, et avec des chiffres qu'on a, c'est la santé des élèves et le moral des enseignants, et la santé morale des enseignants. On est dans un système éducatif, c'est pas qu'en France, qui est en crise de sens à plein de niveaux, et on a des élèves qui vont pas bien. J'ai entendu l'autre jour sur votre chaîne une étude qui disait que 15% des lycéens étaient en burn-out et que 17% des lycéens allaient au lycée sans motivation, c'est-à-dire 32%. Ça veut dire qu'un tiers d'une classe est en difficulté psychologique ou est là sans savoir vraiment pourquoi il est là. De l'autre côté, on a des enseignants qui sont insuffisamment formés, qui sont recrutés à un très haut niveau de concours, un très haut niveau de maîtrise disciplinaire, un haut niveau de maîtrise disciplinaire, mais par contre la formation en didactique et en pédagogie, et c'est peut-être davantage vrai dans le second degré que dans le premier degré, est pas suffisante. Et sur la question de la formation continue, encore plus. Donc c'est derrière ça, derrière ces questions-là, il y a aussi toute l'ingénierie pédagogique, parce que le métier d'enseignant, c'est un métier intellectuel qui s'acquiert avec l'expérience et qui a besoin aussi de temps. Donc là, on est un pays qui aime se quereller sur l'école et donc on est beaucoup dans l'idéologie. Encore une fois, nous en l'occurrence, on souhaiterait qu'il y ait un allègement des programmes, parce que quand on regarde, on a un curriculum très, très difficile et en fait beaucoup d'élèves n'y parviennent pas. Mais ce que vous dites, pardon, je vais vous donner la parole tout de suite, mais ce que vous dites est très intéressant, et d'ailleurs la plupart de nos invités disent la même chose, c'est-à-dire qu'ils disent effectivement qu'il faut évoluer absolument et qu'il faut revoir cette formation. Mais comme vous êtes plusieurs à le dire et à le penser, ce qui m'étonne, c'est d'en être toujours à ce niveau-là, à ce constat-là. Alors le problème de cette formation, comment justement y venir? Alors moi, je vais juste rebondir sur l'idée de sens qui me paraît très importante, parce qu'en fait, on parlait du temps qui était restreint, mais on voit qu'avec des petits ateliers parfois et quelques heures, on arrive à aider les élèves, les étudiants à gagner du sens, et on voit tout de suite, les recherches nous montrent que ça a un effet positif sur le climat d'apprentissage, sur les résultats scolaires, ça aide les élèves quand ils sont face à de l'adversité, donc ça c'est des choses importantes, ça joue sur leur motivation, etc. Moi je vais même rajouter quelque chose, dans l'enseignement supérieur, les enseignants-chercheurs ne sont pas formés du tout à être professeurs, puisque nous avons une thèse, un doctorat, mais nous n'avons même pas forcément une formation en pédagogie. Donc là, je vous rejoins. Sujet sur la formation, c'est clair. Voilà. On va parler des maths, bien sûr aussi, parce que c'est quand même essentiel, bien sûr, de parler évidemment des maths, le niveau des maths. Alors, c'est très curieux, hein. À la fois, quand les enfants ukrainiens qu'on a récupérés ici en France et évidemment qui ont pu suivre une scolarité, se sont retrouvés face aux petits enfants français en se disant quand même, ils sont pas hyper bons ici en maths. Ils ont un niveau assez moyen.
On a fait des études, les résultats ont prouvé qu'on a été avant-dernier, je crois, en maths en Europe. Bon, donc le niveau était catastrophique. Il y a en plus une baisse de niveau encore, donc on va probablement être les derniers bientôt. Mais Stanislas Dehaene disait qu'il soulignait l'inquiétante mécompréhension des nombres et surtout des fractions chez les enfants sortant du primaire. On voit qu'il y a en fait une sorte de... tous parlent, à chaque fois que je lis en fait les revendications sujets, journalistes ou spécialistes d'éducation, disent qu'en fait on part du concret petit à petit pour aller vers l'abstrait au départ, alors que là en fait l'enseignement serait tout de suite un enseignement abstrait des maths dès le départ, ce qui ferait que les enfants perdraient pied très vite. Ils ne voient pas le lien entre les maths et leur vie quotidienne, par exemple, assez vite. Donc ça devient quelque chose de très abstrait. Et pour un enfant de primaire, travailler dans l'absolu, on sait que leur développement ne leur permet pas de travailler sur des choses trop abstraites. Ils ont besoin de concrétiser ce qu'ils font. Donc s'ils n'arrivent pas, même au quotidien, à savoir ce que c'est, en fait, pour un enfant, les maths, ce qui est important, c'est savoir additionner, savoir soustraire, et ils pensent qu'ils savent les maths à partir du moment où ils savent compter et faire une addition. Ils vont pas beaucoup plus loin, même avec les pourcentages, même quand on essaye de les raccrocher en disant regarde, dans le commerce, tu as besoin de savoir ce que c'est qu'un pourcentage parce que le commerçant va te faire un pourcentage, tu as besoin de savoir. Ça ne leur parle pas. Donc il y a un véritable besoin de raccrocher, et en plus, en France, il y a cette image des mathématiques comme quelque chose qui fait peur, qui serait pour une élite. Donc il y a beaucoup d'enfants aussi qui s'auto-censurent tout de suite en disant les maths, c'est pas pour moi, au lieu de se dire en fait, non, les maths, notre intelligence, c'est un muscle. On peut muscler. Les erreurs, c'est pas grave. On va apprendre de nos erreurs. On n'est pas du tout sur cette philosophie-là, ou en tout cas, pas encore assez. Et du coup, il y a plein d'enfants qui n'essayent même pas parce que les maths, c'est trop dur. Et puis après, on les récupère dans le supérieur. Et du coup, dès qu'il y a des chiffres dans une matière, c'est l'effroi. On parle d'élite, mais aussi on parle de confiance par rapport, je vous donne la parole tout de suite, de la petite fille qui rentre en CP, qui ont le même niveau que les petits garçons, et puis qui, à la fin du CP, finalement, délaisse complètement les maths, et tout d'un coup s'écroule. Ça se joue un peu plus tard pour les mais on parle de problème de confiance et de rôle modèle qui devrait mettre davantage. Il faut appeler un chat un chat. On a un système sélectif qui dit pas son nom, et l'instrument de sélection, c'est les mathématiques. Donc, et tout le monde le sait. Mais alors pourquoi, si c'était l'instrument, effectivement, de sélection, pourquoi l'avoir retiré pour le remettre dans le tronc commun aujourd'hui? Mais alors, c'était sur des heures périphériques, et ce serait un peu long de développer, mais on n'a pas retiré les mathématiques, on les a retirées à un certain endroit pour un certain type d'élèves, mais de toute façon, on parle de là au lycée, c'est avant que se construise une culture mathématique. Là aussi, sur le ludique, on est dans quelque chose de très sérieux. Moi, j'ai été alerté en tant que chef d'établissement très souvent par mes collègues qui étaient effrayés par la copie blanche en mathématiques. C'est-à-dire que c'était quelque chose qu'on connaissait en français, en anglais, en histoire géo, on n'avait pas appris ça leçon. Mais on a des élèves, comme l'a dit Coralie, qui ont peur d'échouer. Et en fait, on est aussi sur un statut de l'erreur qui est à reconquérir. C'est comme ça qu'on apprend. Et on est sur une évaluation. Enfin, le collège est un système de tri, c'est un petit lycée en amont, et tous les élèves qui ne sont pas au format, malheureusement on les rend très malheureux. Et je vais rajouter quelque chose au niveau des mathématiques, c'est que si vous n'êtes pas très bon en français ou vous avez des lacunes en français, vous en aurez aussi en mathématiques, parce que comment comprendre le problème, comprendre l'énoncé, comprendre ce qui vous est demandé. Donc en fait, vous pouvez aussi avoir un double effet contraire en fait. C'est les mathématiques vous font peur. Vous ne comprenez pas bien ce qui vous est demandé, donc vous êtes 2 fois pénalisé en mathématiques. Et donc pénalisé en histoire, en technologie, en fait, dans toutes les matières ensuite. Et les enfants ne comprennent pas en français quand vous leur demandez de rédiger, en mathématiques de rédiger, ils ne comprennent pas. Tout à l'heure, le terme évaluation, il faut y mettre des adjectifs. En France, on est sur une évaluation sommative, c'est-à-dire qu'on mesure l'acquisition des connaissances. D'autres pays ont fait d'autres choix, c'est d'être d'abord sur des évaluations formatives. On s'entraîne, on se trompe, on recommence. Ça vient, c'est pas... Il ne faut pas non plus être complètement dogmatique, ça se fait de plus en plus. Mais c'est ça qu'il faudrait arriver à promouvoir. Un système comme la Finlande, alors on compare souvent, mais ce qui est intéressant, c'est de voir les choix qu'ils ont faits. Il n'est pas moins sélectif que nous, mais par contre, ils ne mettent pas la sélection tout de suite. Ils essayent de de remettre les élèves presque sur la même ligne de départ, et ensuite on fait de la sélection. Nous, on commence à faire de la sélection très tôt, et puis on revient à ce qu'on a évoqué ensemble tout à l'heure, la question des programmes, la question de la culture des classes moyennes et des classes favorisées, et le trop peu d'accompagnement individuel des élèves en difficulté. Merci beaucoup. Je suis désolée, on doit arrêter là parce que le temps est imparti, et c'est comme ça, malheureusement. Mais c'est passionnant de pouvoir discuter avec vous de cette problématique du niveau des élèves, savoir s'il faut effectivement
effectivement être effrayé ou non, s'il faut avoir confiance, en tout cas redonner confiance aux élèves et aux profs pour que les choses évoluent. Merci mille fois d'avoir été avec nous, Coralie Damet ainsi que Laurent Kaufmann. Merci. On va marquer une courte pause et on se retrouve. De retour dans le grand JT de l'éducation, le harcèlement scolaire est au cœur malheureusement de l'actualité depuis des mois, voire même des années. Et c'est bien sûr important de sensibiliser les jeunes autour de ce sujet, tout comme les moins jeunes. Et on va en parler ensemble avec Catherine Lemaguerès. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes juriste et doctoresse en droit. Vous venez d'écrire, alors j'appelle ça un essai, mais ça peut avoir d'autres noms. Enfin, ce petit livret, oui, fort intéressant, qui s'intitule « Harcèlement, ça commence quand ?» aux éditions La Martinière Jeunesse, qui fait partie d'une collection très chouette, une collection HALT pour les 15-25, donc à la fois lycéens et universitaires, enfin étudiants à l'université. Et c'est vraiment génial, des essais engagés et percutants. On apprend plein de choses. Les premières pages, donc justement, de ce petit essai montrent à quel point le harcèlement est toujours minimisé, en tout cas le plus souvent, et minimisé au long de la vie d'un étudiant, d'un élève, et aussi minimisé souvent par les parents. À quoi c'est dû ? Parce que c'est difficile, de se reconnaître victime soi, surtout quand la société ne vous identifie pas comme victime, oui. Et puis pour les parents, parce qu'on n'a pas envie que nos enfants soient victimes. On n'a pas envie que nos enfants aillent mal, donc parfois la stratégie du déni est plus efficace que celle d'affronter des situations de violence, d'autant qu'en tant que parent, on n'est pas formé. Dans la parentalité, on n'apprend pas, si votre enfant est victime de harcèlement, qu'est-ce qu'il faut faire ? On n'apprend rien en tant que parent, on apprend sur le tas de toute façon. On apprend, oui, je suis assez d'accord avec vous. Mais donc, du côté des enfants, effectivement, quand on regarde la réalité du harcèlement, elle nous accompagne tout le long de notre vie. Parce qu'on parle là des enfants, mais c'est vrai, quel que soit l'âge de la vie. Ça commence assez jeune, en fait, pour les enfants. Ça commence quasiment dès le primaire au sein de l'école. Et puis, je ne peux pas ignorer que beaucoup de petites filles, moins de petits garçons, sont aussi embêtés sur le chemin de l'école. Donc, c'est d'autres formes de harcèlement de rue. Là, on n'était plus sur du harcèlement scolaire. Mais donc harcèlement de rue, et puis ça accompagne l'enfance, ça accompagne l'adolescence. Quand vous discutez avec n'importe quelle jeune fille et vous lui demandez comment ça se passe pour aller à l'école, quel que soit le milieu, dès qu'on est dans l'espace public, on est en risque d'être harcelé, agressé, de devoir supporter des commentaires sur son apparence physique, sur des propositions sexuelles, etc. Alors voilà, ça qui est intéressant, parce qu'en fait, c'est ce que vous dites, c'est que, en fait, on n'a pas forcément conscience qu'on est face à une situation d'agression ou de harcèlement. Ça peut l'être, assez évident, mais pas toujours. Et donc, vous commencez déjà votre petit livret, votre petit essai, évidemment, par plein de situations où on se dit, oui, c'est évident, mais parce que nous, vous, comme moi, on est au cœur, effectivement, de cette actualité-là. Mais peut-être que certains jeunes n'ont pas encore pris conscience. Et vous rappelez à quel point maintenant, effectivement, toutes ces situations, maintenant, sont punies par la loi. Absolument. Ce sont des délits. Absolument. Et c'est peut-être là-dessus qu'il faut insister en termes éducatifs. Et donc là, je repointe l'école et l'école, le lycée et puis l'enseignement supérieur et la recherche, de façon à ce que les victimes entendent que ce qu'elles vivent n'est pas normal et est réprimé par la loi. Donc les aider à identifier la normalité et l'illégalité des comportements qui leur sont imposés. Et puis aussi s'adresser aux témoins, directs ou indirects, témoins voire complices, puisque notamment pour le harcèlement, il y a une dimension groupale. Le groupe participe en général souvent au harcèlement, et puis s'adresser aussi aux mises en cause, aux agresseurs, aux harceleurs, qui très régulièrement ne reconnaissent pas la gravité de ce qu'ils ont fait et vont avoir toute une stratégie là aussi de dire non, c'est une blague, elle n'a pas le sens de l'humour, c'est pas de sa faute, enfin voilà, c'est elle qui n'a pas été assez claire, moi je pensais qu'elle était d'accord. Et donc ce retour au droit nous permet d'éduquer, d'informer, d'éduquer, de sensibiliser à la fois les victimes, les témoins, les harceleurs en disant attention, ce que vous faites c'est interdit. Mais bon, l'interdit, c'est important, mais surtout, ça fait mal.
Et vous voulez pas faire mal, effectivement. Et c'est important de rappeler, vous rappelez d'ailleurs même le code pénal à la fin, certains articles effectivement de ce code pénal. J'insiste là-dessus parce que j'ai entendu il n'y a pas si longtemps, et je vous fais l'écho du coup d'une jeune fille qui me répondait, oui d'accord, ok c'est un délit, ok c'est puni par la loi, mais quand on sait que la plupart des féminicides, par exemple, ne sont pas finalement punis puisque l'assassin est quand même dehors, bon, on n'y croit plus trop, on est perdu. Oui, alors d'ailleurs, je le mets dans mon livre, parce que je ne veux pas être non plus colporter un message qui serait mensonger, quasiment, de dire allez-y, déposez plainte et tout va bien se passer, parce qu'on sait que ce n'est pas si simple. Non. Mais le fait de pouvoir déposer plainte, déjà, ça identifie la personne agresseuse comme une personne agresseuse. Elle rentre dans les radars de la justice. Ça permet aussi de saisir, parce qu'il n'y a pas que le droit pénal, au niveau du harcèlement scolaire, par exemple, déjà, alerter au sein de son école, prévenir la conseillère principale d'éducation, l'infirmière, les services sociaux, de façon à essayer de trouver une solution en interne. Encore faut-il qu'ils soient formés, eux aussi. Encore faut-il qu'ils soient formés. Mais plus on dénoncera, plus ils seront obligés d'être formés. Si on ne dit rien, le silence profite qu'aux agresseurs et aux harceleurs. Ça, c'est une chose dont on est certain et certaine depuis très longtemps. Donc, de le dénoncer, ça oblige les gens à se former, ça oblige les gens à devenir compétents pour traiter ces situations. Et puis ensuite, pour une justice qui ne fait pas son travail, et je suis la première à critiquer les dysfonctionnements, les défaillances du service public de la justice. On en a des exemples effectivement malheureusement tous les jours, mais c'est aussi parce que nous nous organisons en tant que citoyens et citoyennes qu'on arrivera à exiger une justice avec davantage de moyens, parce qu'il y a aussi cette question des moyens qui se pose, et puis avec l'obligation qui sera faite aux magistrats et magistrates de traiter correctement ces situations-là, notamment parce que par exemple, en tant que citoyen et citoyenne, on pourra engager la responsabilité de l'État. Un juge ne fait pas bien son travail, on va dire qu'il n'a pas bien fait son travail et on va l'obliger à le faire correctement. C'est pour ça qu'il est indiqué 15-25 ans, mais moi je pense que c'est plutôt les 15-90 ans, parce que peut-être qu'il faut éduquer aussi la génération d'avant et encore d'avant à tout ce qui s'est passé et sur le fait que, bien oui, ce sont des délits. Je pense qu'il faut commencer dès la maternelle, au respect de l'autre, au fait qu'on ne fait pas de mal à son prochain. Ça paraît très naïf de le dire comme ça, mais ça commence vraiment comme ça. Et par exemple, sur la question de l'éducation au respect, commençons par nos 3 heures obligatoires depuis 2001. Depuis 2001, ça fait plus de 20 ans qu'on a cette obligation d'éducation à la vie affective et sexuelle. Je pense que ça enseignerait le respect aux petits garçons et aux petites filles, et ça commence du primaire jusqu'à la terminale. À l'heure actuelle, on sait, ces séances ont très rarement lieu. Or, ce serait un outil tellement simple et tellement efficace. Bien sûr, mais est-ce que vous pensez que c'est volontairement non fait, ou c'est parce qu'en fait, tout simplement, les enseignants sont complètement démunis face à la somme de travail, à tout ce qu'ils ont à faire au sein des programmes? Je pense qu'il y a les deux. Je pense qu'on considère qu'il y a une opposition à ces séances-là. On l'a vu au moment des abécédaires pour l'égalité de Najat Vallaud-Belkacem. Donc, il y a une forte opposition à l'enseignement à l'égalité, par exemple, simplement juste l'égalité, ce qui est quand même dans notre constitution française, accessoirement. Mais non, même ça, ce qui est fou, effectivement, même ça semble poser problème. Et donc, il y a des résistances, ne nous voilons pas la face. Et puis, il y a aussi le fait que ça a un coût, parce que souvent, ce sont des interventions extérieures, d'associations notamment, formées, spécialisées sur la question. Mais que donc, qui finance ça ? Il faut que l'État finance ça, puisque c'est le budget de l'éducation nationale. Et puis, il faut que ça rentre dans des programmes qui sont surchargés. On ne peut pas le faire en 5 minutes, ce type d'intervention. Il faut au moins 2 heures, voire idéalement 3 heures avec une classe complète. Parfois, séparer les filles et les garçons, parce que ce ne sont pas les mêmes récits qui peuvent émerger si on est en mixité ou en non-mixité. Et donc tout ça, ça suppose une volonté politique qui s'accompagne évidemment d'un choix économique, d'un budget dédié à ça. Et voilà. Et pour l'instant, c'est pas fait. Donc nous ne respectons pas les propres lois que le législateur a votées. Eh bien, j'espère que vous serez entendue, Catherine Lemagueresse. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur le plateau. Je rappelle, harcèlement, ça commence quand? Voilà, ce petit livre est aux éditions La Martinière Jeunesse, qui fait partie de cette collection. Pour avoir un beau point de vue, il faut prendre de la hauteur. Halte, une nouvelle collection pour les 15-25, mais que je suggère aussi pour les plus vieux. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur le plateau. Tout de suite, on va retrouver Loïc Landreau pour sa chronique.
Loïc, les vacances de Noël, c'est dans moins d'un mois maintenant. Alors certains ont d'ailleurs profité du week-end pour installer leur sapin déjà. Et vous avez justement voulu revenir sur l'histoire des vacances scolaires, l'histoire des vacances de Noël. Oui, et je voudrais avoir une pensée tous ensemble pour les anciens qui ont œuvré à ce que nous puissions passer quand même Noël en famille. Alors c'était pas forcément pour chiller au coin du feu, il y avait d'autres préoccupations derrière, je vais vous expliquer tout ça. Parce que croyez-le ou non, mais avant 1925, il n'y avait pas de vacances à Noël, ni pour les écoliers, ni donc bien sûr pour les profs. Donc vous voyez, c'était pas toujours mieux avant. Alors on va partir dans l'Antiquité, peut-être pour découvrir comment les vacances justement s'articulaient à l'époque. Alors dès l'apparition des premiers systèmes d'instruction, les rythmes d'apprentissage s'adaptent naturellement aux saisons et aux récoltes. En Mésopotamie, en Égypte et plus tard en Grèce ou à Rome, les écoliers sont libérés des livrées chaque été au moment des fortes chaleurs pour éviter les insectes qui pullulent, les problèmes d'approvisionnement en eau, en nourriture et toutes les joyeusetés de l'époque qu'on peut imaginer quand il fait 40 ou 50 degrés. Mais aussi pour aider leurs parents au moment des récoltes. Et dans toutes ces cultures, il y a aussi beaucoup de célébrations religieuses pendant lesquelles on n'allait pas à l'école. À Rome, par exemple, alors, ça varie selon si on était sous la monarchie, la République ou l'Empire. Écoutez bien, ça pouvait aller de 45 à 175 jours de fêtes diverses et variées par an pour célébrer les dieux, les récoltes, les ancêtres, les oracles, les empereurs, etc. etc. Ah oui, de fêtes, donc ça veut dire 175, je vais y arriver, jours chômés. Exactement, c'est ça. Ouais. Sur 365, c'est pas mal. C'est pas mal, ça peut faire rêver certains, effectivement. Et puis après, il y a le christianisme qui s'installe partout en Europe. Ouais, au IVe siècle de notre ère, les écoles se structurent dans les églises, les monastères, les abbayes, et les jours fériés reviennent à un niveau, je dirais, plutôt raisonnable. Il y en a environ 80 au cours de l'année, en lien avec la vie de Jésus, bien sûr, et la vie des saints aussi. Et le 25 décembre, qui vient d'être tout juste institué, devient aussi un jour chômé. Parce qu'avant le IVe siècle, et là c'est encore une petite parenthèse que j'ouvre, Noël n'était pas fêté. En fait, le 25 décembre n'existait pas parce qu'il n'y a aucune trace écrite, en fait, il faut bien le dire, de la naissance de Jésus. On ne sait pas s'il est né le 25, le 26, le 30, le 1er janvier, on ne sait pas. Mais en l'an 354, de façon totalement arbitraire et sans s'en cacher d'ailleurs, l'empereur Constantin et le pape décident de faire correspondre symboliquement la naissance de Jésus au solstice d'hiver, donc au moment où les jours commencent à rallonger, donc avec le retour de la lumière, d'où la symbolique. Et donc pour les enfants et les adolescents, en plus des congés d'été dont je parlais au niveau des récoltes, le 25 décembre devient un nouveau jour sans école où on prie et où on se recueille, mais sans plus à l'époque. On fait le 25, après c'est bon. C'est surtout en fait, l'été, au début de l'automne, c'est ça, que les enfants n'allaient pas à l'école. Oui, et de façon extrêmement officielle. En 1231, par exemple, le pape Grégoire IX instaure officiellement des vacances, vous allez voir pourquoi je mets les guillemets, en lien avec la période des vendanges. Il s'agit d'une absence tolérée d'un mois maximum, uniquement pour aller aider sa famille dans les vignes entre les mois d'août et octobre, selon les régions. Donc, vous voyez pourquoi je mets les guillemets, parce qu'en fait, quand on passe 2 mois dans les vignes, c'est pas forcément des vacances non plus. Mais quoi qu'il en soit, ça. Ce qui est drôle, c'est que vous les mettiez en fait à chaque fois comme ça. C'est tout ça. Ouais, ça fait un peu lapin, mais c'est joli. C'est visuel. Alors donc, on est en 1231, c'est ça. Donc voilà, en fait, la théorie c'est ça, et en fait beaucoup de régions s'organisent un petit peu particulièrement en termes de récolte, et souvent en réalité les parents ne mettent pas du tout leurs enfants à l'école, d'autres les laissent en internat sans possibilité de revenir parce que tous les voyages coûtent effectivement assez cher aussi. Bon, on va faire un grand saut dans le temps. Je vous dis, on était en 1231 et on part au 19e siècle. C'est ça. Les élèves des collèges et des lycées ont alors 1 mois et demi de vacances du 15 août au 1er octobre à peu près. Et là, il y a un fossé qui se creuse parce qu'il y a les enfants les plus modestes, donc qui ne sont pas arrivés jusqu'au secondaire, puisque le secondaire est payant. Donc beaucoup en fait d'enfants s'arrêtent au CM2, enfin ce qui est aujourd'hui notre CM2. Et la plupart en fait repartent travailler dans les champs avec leurs parents. Mais pour les élèves les plus riches, cette période de congé correspond au temps de la chasse. Et c'est un moment très important socialement et politiquement pour ces familles qui sont nobles et bourgeoises. Et si je vous raconte ça, c'est parce que c'est d'abord le secondaire qui va être exclusivement concerné par ce qu'on appelle les petites vacances, donc les vacances de Noël, en dehors de l'été. Le primaire ne l'était pas. 1875, il bénéficie d'1 semaine de congé à Pâques en plus, et c'est donc bien plus tard, grâce à ce qu'on appelle le bloc des gauches, qu'ils ont 2 semaines de plus à Noël. Et alors pour les primaires ? Alors pour les primaires,
primaire. Pendant très longtemps, leurs vacances durent entre 6 et 8 semaines. Elles sont toutes pilotées de façon régionale. Il n'y a pas de politique nationale. Et ce n'est qu'en 1939, grâce au ministre de l'Éducation nationale Jean Zay, que le calendrier de l'élémentaire est calqué sur celui du secondaire partout en France. Donc, on peut remercier quand même Monsieur Zay d'avoir permis aux plus petits de nos bambins, voilà, et à leurs profs de pouvoir bénéficier aussi de vacances de Noël. Voilà. Mais bon, vous voyez que voilà, c'était pas gagné. Et là, 2025, on va fêter les 100 ans de l'apparition des vacances de Noël. Et finalement, c'était hier. Voilà, les vacances de Noël et peut-être qu'une chronique prochaine justement sur les zones des vacances scolaires qui risquent d'être modifiées. Exactement. Changer, donc sur l'histoire aussi de ces zones et en fonction des régions. Merci beaucoup. Merci Loïc. Et bien tout de suite, on va retrouver l'invité de la semaine de Malika Ménard dans Souvenirs d'écolier. Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenirs d'écolier. Toutes les semaines, je reçois une personnalité qui se confie pour moi sur son enfance et sa scolarité. Et cette semaine, on a Ayoub Marceau. Bonjour Ayoub. Salut. Salut. Alors, t'es humoriste. On t'a découvert lorsque t'as intégré la troupe du Jamel Comedy Club. T'as depuis écrit ton premier one-man show. On t'entend sur France Inter. Bref, est-ce qu'on peut dire que tu commences à bien te faire un nom ? Un nom, ouais, je pense que dans le métier, quand même, on commence à me connaître. Après, moi, en tout cas, je suis surtout... je pense que là, depuis que j'ai commencé, je suis là où je dois être. Et voilà. C'est-à-dire dans School avec toi, à parler de football, voilà, ou de basketball, voilà. C'est quoi tes projets dans les prochains mois ? Mes projets, c'est de encore écrire. J'ai pas mal de projets de séries. J'aimerais bien écrire une pièce de théâtre. Et surtout mon spectacle. Avoir un vrai spectacle qui cartonne et qui est un peu différent de ce qu'il y a en ce moment. Donc, pas le premier que tu as déjà écrit ? Si, ça va être la continuité, parce qu'il n'est pas encore fini. Et en vrai, ça va, je suis un nouveau encore. On va te revoir sur scène ? Bien sûr. Quand ? Là, à partir de janvier, je rejoue mon spectacle. Et là, sinon, sur scène, je suis tous les soirs sur scène. Je suis dans un spectacle, là, je joue au Tête du Gymnase. Je suis MC dans un gros spectacle de danse qui est super. Et c'est trop différent, donc c'est cool. Comment ça s'appelle ? Empire Strip Back. Et ça, c'est tous les jours ? C'est du jeudi au dimanche. Je suis dans la troupe du Jamel Comedy Club du jeudi au dimanche aussi. Mais tu fais les deux ? Je fais les deux, bien sûr. Après, c'est juste à côté, pour le coup. C'est juste à côté, mais surtout qu'il y a différentes horaires. Tu vois, il y a 19h30 le spectacle Empire Strip Back. Et après, tu as Jamel Comedy Club 22h ou des fois des créneaux à 18h. Donc j'ai le temps de faire le... Tu vois. Tu restes dans le quartier. Je suis un bosseur, c'est ça qu'en gros je veux dire. Et je joue énormément. Après, il y a le Panama Café aussi où je joue énormément pour tester mes trucs, mes blagues. Et puis c'est un café que j'aime beaucoup parce que c'est un endroit on peut jouer tous les jours là-bas. Et sinon, la tournée du Jamel Comedy Club, voilà. Donc, qui commence quand ça alors ? Qui commence, qui a pas fini en fait. J'étais à Tahiti et à Nouméa, je viens de revenir. Okay. Et on a fait Cannes. Après, il y a eu la coupure un peu avec la rentrée et on est reparti direct à Tahiti. Et c'est toujours les mêmes artistes qui sont... Moi, en tout cas, je fais partie un peu maintenant des titulaires et des résidents. Et je pars en Guadeloupe dans 3 jours, voilà, dans 5 jours. Tu ne choisis que des destinations. Voilà. Et aujourd'hui, je suis ici. Voilà. Et tu as beaucoup de chance. Allez, on arrête de se projeter dans le futur, on fait un petit flashback. Quel genre d'élève tu étais ? J'étais un élève qui s'ennuyait beaucoup en classe, mais qui faisait rire les autres tout le temps. Perturbateur un peu. T'as grandi où ? J'ai grandi en région parisienne et en Bretagne. Ah bon ? Ouais. Dans quel ordre ? T'es né où déjà ? J'ai beaucoup bougé en fait parce que j'étais athlète de haut niveau. Je suis né à Pontoise dans le 95. Ok. Moi j'ai eu de la chance, mais en même temps, je l'ai un peu mal vécu. J'ai beaucoup déménagé. Et pourquoi tu l'as mal vécu ? Je l'ai mal vécu parce que quand t'es jeune, quand t'es petit, t'as vraiment des liens avec tes copains, quoi. Donc tes potes d'enfance, tes amis d'enfance, etc. Et du coup, quand tu bouges énormément, tu dois toujours refaire tes preuves, tu dois toujours te retrouver. Premier déménagement à quel âge ? Et j'ai déménagé à 8 ans. Après, j'ai redéménagé à 13 ans. Ok. Et après, je suis reparti à 15 ans. 8 ans, c'est pour aller où ? 8 ans, je vais en Bretagne et après, je reviens en région parisienne. Et pourquoi tu pars en Bretagne alors ? Pour mon père, pour le travail. Ok, ça n'a rien à voir avec le sport. Non, mon père, non, rien à voir avec le sport. Et après, je suis retourné grâce là-bas, les liens que j'ai créés, ça m'a fait retourner pour le sport. Et t'étais où d'ailleurs en Bretagne ? À Rennes, voilà. C'est là où je suis née. C'est vrai ? Mais c'est sympa Rennes. T'as pas aimé ? Ouais, après quand t'as connu Paris, la région parisienne... tu faisais du parisianisme. C'est le top du top. Ah bon ? Paris, c'est... Est-ce que t'avais des frères et sœurs ? J'ai 2 grands frères et une grande sœur. Ok. Ça se passe comment en famille ? Beaucoup d'amour.
Beaucoup d'amour. J'ai été très proche de ma grande sœur parce que c'est celle qui a le moins d'écart avec moi. D'accord. J'ai 2 grands frères qui ont 12 et 10 ans de plus que moi. Oui. Donc c'était mes grands frères et en même temps j'étais leur chouchou parce que j'étais le plus petit, donc ils ont été grave protecteurs avec moi. Et grâce à ça, en fait, c'est que ça m'a appris à... comme tes grands frères ils sont plus grands que toi, etc., c'est un peu eux qui prennent un peu les choses un peu néfastes de la vie familiale, donc ils m'ont beaucoup protégé. Toutes les choses positives, c'est moi qui les ai un peu prises, genre de partir en sport-études. Mon père, il a été beaucoup plus libre avec moi, parce que grâce à mes frères et sœurs... Tu mesures ta chance. Ouais, exactement. Moi, je suis hyper reconnaissant de ça. Je sais que j'ai eu beaucoup de chance par rapport à mes grands frères et à ma grande sœur. Ma sœur, ça va, parce qu'elle a grandi avec moi, mais mes grands frères, c'est comme ils ont 10 et 12 ans, ça a été un peu plus dur quand même. L'enfance, du coup, tu dirais que pour toi, c'est un souvenir heureux? Ouais, grave. Bah ouais, parce que j'avais mes grands frères qui étaient mes modèles et en même temps qui étaient là pour moi. J'ai mes parents qui ont toujours été là, ils ne nous ont jamais abandonnés. Ils ont toujours été là. Je suis hyper reconnaissant. Je suis hyper heureux d'avoir mes parents. Ma mère, beaucoup d'amour. Mon père, quelqu'un de très juste, de très dur, mais un homme, quoi. Donc voilà, c'est... Je peux rien lui en vouloir, même s'il a été très dur, mais ça m'a appris beaucoup de choses, donc c'est cool. Et ma mère, beaucoup d'amour. Une femme, beaucoup d'amour. Voilà. À quel âge tu fais rire les gens? Dès le plus jeune âge, en famille. Voilà, je vais faire le cliché un peu que tout le monde a, c'est ma mère qui est marrante. En fait, nous, dans la famille, on se disait pas qu'on s'aimait, mais on s'aimait avec des vannes. Donc en se clashant, Ah ouais? Ouais, en se clashant, en se titillant, vraiment, comme on dit qu'un châtie bien, ça a vraiment été ça dans ma famille. Ça a été beaucoup d'amour comme ça. On s'embêtait entre nous. Et, donc tout le monde est drôle finalement dans la famille? Ouais, bien sûr. À ce moment-là, c'est pas toi le plus drôle? Même pas, on est tous marrants, sauf ma sœur, elle est pas trop marrante. Elle rigole. Mais elle a rien fait. Ouais. Voilà. À quel âge, donc tu te dis que tu veux peut-être travailler un peu plus l'humour? En fait, le déclic que j'ai, moi, c'est quand je suis au collège et que je vois que mon père est quelqu'un de très dur et je vois qu'en fait, les seules choses où je le vois vraiment passer des moments où il rigole et je vois vraiment où je vois son côté un peu marrant, où vraiment il se lâche, c'était devant des films humoristiques ou des séries humoristiques. Genre, mon père, il aimait beaucoup Coluche, il aimait beaucoup Louis de Funès. Et il nous parlait peu, mais grâce à ces gens-là, en fait, moi, quand je les voyais faire rire mon père, je me disais, putain, en vrai, j'ai envie de faire ça parce que mon père, il rigole de ça. C'est-à-dire, si eux, ils arrivent à faire rire mon père, c'est un truc de fou. Bon, et du coup, il y a eu... père, en fait, que tu te... Il y a eu non, mais franchement, il y a eu ce truc-là un peu. Franchement, j'ai eu une sorte de déclic. Je regardais mon père, je voyais, il était mort de rire devant Coluche, devant Louis de Funès, devant ce genre d'humour. Et je me suis dit, c'est fou, mon père, il rigole devant ça. C'est qui ces ovnis, tu vois? Tu sais, quand tu vois un mec qui rigole jamais autour de toi, ouais. Et que tu vois qu'il se lâche devant un truc et qu'après, le lendemain, il est hyper sérieux et tout. Tu vois? Donc, tu vois, et toi, ça te faisait rire à l'époque? Ça me touchait, en fait. C'est que je me dis, c'est un truc de fou, l'humour. C'est un truc de fou de faire rire les gens, parce que même les gens durs et qui sont hyper relous. T'as senti que là, t'avais une bonne arme et... Je me suis dit, en fait, c'est la meilleure arme. Et c'est là que j'ai eu le déclic, je me suis dit, c'est un truc de fou. Et ma mère, hyper rigolote, qui est toujours dans l'humour, toujours dans les vannes. On est très cinéma français, on a grandi dans la culture un peu humour français, humour à l'ancienne, etc. Dans les films Les Inconnus. Les Inconnus, après moi, quand j'ai grandi un peu, Eric et Ramsey, Jamel, etc., j'ai grandi avec ça, mais on était très humour dans la famille. C'est déjà la fin de ce numéro, on se retrouve demain, toujours en compagnie d'Ayoub Marceau, pour la suite de Souvenirs d'écolier. À demain. Merci Malika et à demain. Tout de suite, c'est meilleur de School TV avec le Zap. C'est un nom d'emprunt puisque vous travaillez dans ces unités d'intervention spécialisées de la police. On le sait, en situation de crise, le mot d'ordre est d'agir très rapidement pour gagner du temps, se mettre à l'abri en attendant l'arrivée des secours évidemment, mais ça ne fait malheureusement pas tout. N'empêche pas non plus à quelqu'un de mal intentionné ou de malveillant d'entrer dans un établissement ou dans une salle de classe. C'est donc là que vous intervenez avec votre casquette d'entrepreneur cette fois-ci, puisque vous avez monté cette entreprise Black Eyes et un produit phare qui a été récompensé notamment ces derniers mois au concours Lépine, ça s'appelle Lock Off. Est-ce que peut-être rapidement vous pouvez nous raconter l'histoire de ce produit qu'on voit à l'écran? Alors ce produit est né tout d'abord parce que je suis parent avant d'être policier. Et en France, vous avez une note qui s'appelle, c'est pas une note, mais c'est ce qu'on appelle les PPMS, c'est les plans particuliers de mise en sûreté dans les établissements scolaires. Et s'il y a une intrusion, vous devez soit fuir, soit vous confiner, le temps d'attendre les forces de l'ordre. Et après réflexion, je me suis dit, on demande à une institutrice ou un instituteur déjà d'être
qui sont déjà stressés sur une situation de crise, de pouvoir protéger les élèves, se protéger eux-mêmes s'ils doivent se confiner en mettant des tables, en mettant des chaises devant une porte. Ils ne sont pas forcément formés. Et ils ne sont pas forcément formés. Maintenant, la formation, je vous le dirai par la suite, c'est même primordial. Donc, en fait, j'ai développé un produit. Tout d'abord, j'ai commencé à travailler dans mon garage. Par la suite, j'ai fait un prototype, un deuxième prototype que j'ai présenté aussi à mes collègues et à mes amis. Donc, l'idée était assez bonne. Et par la suite, après une multitude de tests, il y a un produit qui est sorti. Le produit a été qu'on a breveté, parce qu'il est breveté maintenant à l'international. Donc, Cocorico, on sait faire des choses en France. Made in France. Des idées, Made in France. On le fait dans une petite société qui nous a fait confiance, que je remercie déjà. Et par la suite, écoutez, on a été sélectionné pour le concours Lépine en 2022. Donc nous avons remporté la médaille d'or du concours Lépine et le prix du ministère de l'Intérieur avec ce produit qui est simple d'utilisation, qui s'installe comme un extincteur dans une salle de classe ou dans une salle de réunion, un vestiaire. Voilà, c'est vous qui décidez. Et le but, c'était de créer une panic room ou une pièce sécurisée en moins de 3 secondes, n'importe où et n'importe quand. Ça ressemble à une sorte d'agrafeuse. C'est ça qu'on place sous la porte d'une classe, par exemple. On clique dessus, on le voit à l'écran. Qu'est-ce que ça vient faire, du coup ? Ça met en pression la porte, ça la lève et ça met une pression de plus de 180 kg sur la porte. Qui la rend, du coup, inouvrable. Inouvrable. Ça ralentit surtout, parce que je ne pourrais pas vous dire que ça arrête complètement, mais ça, c'est toujours le terrain qui commande, et donc c'est le modèle de la porte, mais ça arrête la porte. Et surtout, c'est que ça peut être utilisé par n'importe qui. Ça peut être utilisé par un élève, ça peut être utilisé par une personne qui est en stress. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne prend pas en compte. Et avec ce produit-là, qui est facile d'utilisation, on peut se confiner, se déconfiner, se confiner, se déconfiner. Autant de fois que possible. Vous rencontrez plus de 20 000 jeunes chaque année dans les collèges, dans les lycées. Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Est-ce qu'ils sont bien informés, pas bien informés ? Comment vous les sentez sur ces questions-là ? Alors nous, on intervient dans le cadre de l'éducation à la sexualité dans une démarche vraiment d'éducation populaire. Donc la base, c'est ce qu'ils nous disent, c'est ce qu'ils nous racontent. Et ce qu'ils nous disent et nous racontent, c'est quand même une vision des relations filles-garçons et des relations amoureuses qui est très empreinte, très colonisée par la violence et la pornographie, avec une représentation des relations amoureuses où il y a une inégalité, des stéréotypes sexistes qui sont encore très forts et puis effectivement, je le disais, la question de la pornographie qui rentre malheureusement dans les classes, dans les écoles et chez les jeunes de façon beaucoup plus précoce. Le Haut Conseil à l'égalité l'a montré, dès 11 ans, les jeunes, les enfants sont confrontés à ces images-là. Ça colonise les imaginaires sur ce qu'on peut attendre d'une relation amoureuse et d'une relation sexuelle. Voilà, est-ce que vous nous dites là corrobore ce que des pédopsies ont pu dire sur ce plateau et en insistant sur la gravité de cette exposition et sur les dégâts que ça peut produire ? Une bonne partie de vos investissements pour la jeunesse passe par un programme de travaux et de construction, avec notamment donc, ce collège Bretenoux. Il est à énergie positive. C'est ça, notre objectif c'était de rebâtir un collège neuf, parce que le collège qui existait à Bretenoux était vétuste. Donc la question avait pu se poser à l'époque de savoir si on allait réhabiliter ce collège ancien ou si on construisait un neuf. Toute réflexion menée, on a reparti sur un collège neuf, donc avec des objectifs de faire un collège à énergie positive. Et comment ça se matérialise concrètement ? Je dirais d'une façon assez simple, c'est-à-dire qu'un collège à énergie positive, c'est un collège qui doit produire plus d'énergie, qui n'en consomme. Donc on a pu faire en termes de chauffage aussi, d'isolation déjà de ce collège qui est parfaitement isolé, chauffage aussi avec des pompes à chaleur et de la géothermie profonde à plus de 120 mètres où on va rechercher la chaleur de la terre ou la fraîcheur de la terre l'été, et ensuite du photovoltaïque où on va produire plus de 250 kW sur les toits du collège, donc qui va nous permettre de produire donc plus d'énergie qu'on va en consommer. Un sujet de formation des élèves dans les écoles. On parle effectivement de ces produits que vous lancez notamment, et vous en faites partie, qui permettent de renforcer la sécurité des enfants dans les écoles et évidemment de leurs professeurs, de la communauté éducative. On réfléchit aussi à ces enjeux de formation, notamment à des gestes tout simples qui sont des gestes de premier secours. Aujourd'hui, est-ce que ça n'est pas une partie de la solution aussi que de former les enseignants, les élèves au PPMS, les points particuliers de mise en sûreté dont vous parliez tout à l'heure, mais aussi plus généralement et peut-être plus simplement à des enjeux de premier secours ?
Écoutez, on peut faire pas la comparaison, mais on peut faire le parallèle entre la sécurité et la sûreté. La sécurité, typiquement, il y a plusieurs années, les premiers secours étaient destinés à des pompiers, étaient destinés à des adultes. Maintenant, ça s'est démocratisé. Vous pouvez avoir des CM1 qui ont fait le PSC1, les premiers secours, et qui peuvent, en cas de danger à la maison, appeler le 15 ou mettre leur papa ou leur maman sur le côté. Et il y a eu beaucoup d'élèves qui ont sauvé leurs parents ou leurs grands-parents. Et pourtant, les premiers secours étaient destinés qu'à des adultes. Donc on a montré qu'on pouvait le faire à des élèves. La sûreté, c'est un peu plus différent, mais c'est la même chose. C'est-à-dire que vous pouvez avoir le meilleur produit du monde, mais derrière, il faut aussi leur expliquer pourquoi on l'utilise, comment on l'utilise. Ouais. L'enjeu de formation est aussi important et ça permet aussi de répondre un peu à la problématique du HOT qui veut dire humain, organisationnel et technique. Vous le disiez tout à l'heure, Stéphanie, il y a un engrenage, c'est-à-dire qu'on ne tombe pas. Oui. Comme on tombe d'une marche, je ne sais plus quelle est votre expression, comme on rate une marche, c'était très convaincante. Vous disiez aussi que c'est la rencontre avec le milieu prostitutionnel. Et alors, la stratégie, dites-vous, est à peu près toujours la même. Oui. Il y a un mécanisme d'emprise. Oui, alors c'est toujours la même. Il y a autant d'histoires que de parcours, bien sûr, mais il y a des facteurs. Commence même par l'isolement, dites-vous. Donc en fait, c'est ça. Il y a des facteurs de base qui sont ceux que j'ai dit. Donc la mésestime de soi, le rapport au corps qui est diminué, et donc les maltraitances, les violences sexuelles et sexistes dans l'enfance. Ça, c'est la base. Ensuite, il y a des facteurs qui vont aggraver la situation, donc la précarité, des addictions, des choses qui vont venir aggraver ce qu'on connaît déjà. Et puis la rencontre avec le milieu, rencontre avec les proxénètes. Et là, vous dites en tout cas qu'il va d'abord y avoir j'isole la victime, ensuite je la dévalorise. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle s'est déjà fragilisée elle-même, il en rajoute une couche. Les proxénètes sont experts dans la détection des vulnérabilités. Psychologique, c'est ça. Et en manipulation psychologique. C'est la stratégie de l'agresseur qui a été conceptualisée par le collectif féministe contre le viol, qui en fait permet d'analyser toutes les violences sexuelles, et y compris la prostitution. Et donc là, on est vraiment dans de la manipulation, dans l'isolement, dans l'inversion de la culpabilité. Ça, c'est vraiment majeur dans toutes les violences. La honte doit changer de camp. Ça, c'est un slogan contre le viol qu'on a beaucoup porté. C'est vraiment le cas dans la prostitution. La prostitution a ça de spécifique qu'en plus, les personnes en retirent de l'argent, en théorie. Souvent pas beaucoup, et souvent, elles n'en gardent pas beaucoup. Mais on a cette image très luxueuse qui est très, en plus, encouragée dans les réseaux sociaux. On voit dans certains films, dans certaines séries. Voilà, c'est le luxe. Pretty Woman, c'est ancien, mais en fait, ça continue à travers les réseaux sociaux. On a encore cette image qui est mythifiée de la prostitution et qui encourage en fait sa banalisation auprès du jeune public. Et parmi vos opérations phares, pour parler plus globalement, il y a aussi Ordilote. Ordilote, oui. L'objectif est de faciliter l'acquisition d'un ordinateur portable pour tous les nouveaux collégiens, autrement dit les 6e. Combien en avez-vous distribué pour cette rentrée 2023 ? Un peu plus de 1000. Donc, ça va crescendo ? Oui, au fur et à mesure des années. On voit. Ça fait 14 ans qu'il existe le dispositif. C'est ça, ouais. Et je crois que c'est plus de 13 000 familles qui ont été touchées depuis qu'on le fait. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a eu le Covid qui nous a touchés comme tout le monde de préfet. Et nous, on a passé un peu mieux que les autres du fait qu'on distribuait des ordinateurs. Grâce à ça, tous nos élèves sont restés en contact avec leur collège. Ils ont pu continuer à travailler grâce à leurs équipements. Et après ça, on a vu une augmentation de près de 10% des familles vers cet équipement-là. Donc c'est 60% des familles qui s'équipent d'ordinateurs. C'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous suivre. Canal 217 sur les box Orange, Canal 247 sur les Freebox et schooltv.com pour voir et revoir toutes les émissions de la chaîne. Emmanuel Davidenkov, Patrice Boisfer, Philippine Dolbeau, Malika Ménard et nous, le Grand JT. Merci, cher Loïc, d'être là. On vous retrouve quand ? Demain. Demain. À demain. Mais on ne sait pas encore. Suspense. Ce sera la surprise. C'est évident pour le JT, en tout cas, c'est sûr. Merci à la réalisation, c'est Théo Boscar. Pour le son, c'est Gauvin Bonizek. Le maquillage, Laure Audemont. Laura Girard et Emma Ferré à la rédaction. Très belle soirée. Ciao. Ce programme vous a été présenté par Intel.